et au terme pendant ou au terme des présentations, vous pouvez également adresser des questions aux présentateurs et conférenciers simplement en cliquant sur l'icône Q et R, donc dans le bas de votre écran pour questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à adresser vos questions dans le bas de l'écran aux panélistes. Sinon, eh bien, écoutez, peut-être un dernier élément, comme d'habitude, la présente séance est enregistrée et sera ultérieurement disponible sur le site fourwave.es. De toute façon, pour les adresses, puis donc ces informations, vous les trouverez notamment sur le guide du participant qui vous a été acheminé avec l'inscription. Avant d'aller plus loin, comme vous le savez, comme il est d'usage chez les Premières Nations, extrêmement important pour nous de laisser une place aux aînés en ouverture et en clôture des événements. C'est, je pense, d'autant plus important aujourd'hui que l'on parle de l'avenir des prochaines générations et du soutien donc à nos enfants et à leur devenir. Pour aujourd'hui, nous avons à nouveau l'honneur d'accueillir Madame Edith Picard pour prononcer cette prière d'ouverture. Madame Picard, à vous la parole. Oui, bonjour, good afternoon, bienvenue. Nous sommes dispersés, mais unis par un sujet qui nous interpelle, soutien et service aux étudiants des premiers peuples. Nous avons été invités ou nous avons été désignés pour participer à ce webinaire où nous nous sommes inscrits parce que le sujet nous préoccupe. Nous avons donc un rôle à y jouer, différents les uns des autres, mais important et que nous seuls pouvons remplir présentement. En jonglant à soutien et service, j'ai associé ces qualificatifs à une présence à l'autre, puis par la suite à une mention du biologiste Michel Leboeuf qui affirmait que les arbres, comme les humains, sont des êtres de relation. Ils ont besoin d'une multitude d'autres organismes vivants pour se maintenir, croître et se reproduire. De ce temps-ci, c'est particulièrement fascinant d'observer les arbres. Ça change tellement rapidement. Une poussée de croissance dans un effort collectif. Ils peuvent nous sembler imposants, mais ils ont besoin de la collaboration de minuscules organismes pour leur développement. Par exemple, des champignons dans le sol qui permettront aux racines de jouer leur rôle nourricier ou des abeilles pour la pollinisation. Les racines au service de l'arbre d'une manière discrète, constamment disponibles et actives, contribuant à la croissance, à l'enracinement, à leur force puis à leur épanouissement. Chaque branche, chaque feuille aura sa spécificité, mais le tout sera harmonieux. Et l'arbre, selon son essence ou les saisons, pourra offrir abri, ombrage, protection, améliorer notre environnement. Se rappeler que nous sommes des êtres de relation, c'est à la fois chaleureux, enveloppant, mais très engageant. Tout comme l'arbre, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes utiles les uns aux autres. Nous avons nos forces propres. Nous avons différents rôles, parfois discrets, parfois plus apparents, mais tous indispensables. Rendons grâce au Créateur pour la présence de chacune, de chacun, pour la capacité à collaborer, à soutenir, à être au service des uns et des autres. Rendons grâce également pour le travail de l'équipe d'organisation qui nous permet d'être ensemble. Rendons grâce pour l'investissement et la persévérance des étudiants. Bonne rencontre. Tiaweng. Madame Picard, merci à nouveau pour avoir accepté de faire cette prière d'ouverture pour nous. Donc, Madame Picard, qui est une aînée de la communauté Wendat
de Wendake, situé près de Québec. Aujourd'hui, nous abordons un thème d'une très haute importance. Je suis certain que vous êtes déjà au fait d'à quel point les services de soutien aux étudiants des premiers peuples dans les institutions postsecondaires font une différence et sont des leviers incontournables pour contribuer à la poursuite et à la réussite des études. Alors, c'est ce sur quoi porte ce troisième webinaire, 3 de 5, donc il en reste 2 autres à tenir en vue de notre destination finale, qui est le forum national sur la réconciliation qui se tiendra les 22 et 23 septembre prochains. Donc, ça arrive bien sûr à grands pas. Les 5 thématiques des webinaires, elles, ont été dégagées et convenues dans un exercice de dialogue, de réflexion, de constat qui ont émergé des échanges entre, d'une part, les institutions postsecondaires, mais aussi des entités, des organismes Premières Nations et Inuit. Alors, dans un exercice de concertation, nous avons identifié 5 grandes thématiques donc, sur lesquelles portent chacun des webinaires. Webinaires qui, bien sûr, visent d'une part à approfondir notre compréhension des différents enjeux qui sont soulevés, mais aussi, plus concrètement, je pense à identifier des pistes d'action qui permettent d'atteindre, d'éventuellement réaliser les visions et les objectifs que nous nous fixons. Et puis, je pense aussi un autre élément d'importance, la mobilisation, bien sûr, parce que même avec les meilleures des idées, si personne n'emboîte le pas, nous n'irons pas bien loin. Donc, la mobilisation est évidemment un objectif d'importance dans l'ensemble de cette démarche. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir différents présentateurs qui seront là, à commencer par M. Francis Véro-Paul, qui travaille du côté du Centre des Premières Nations Nicante à l'Université du Québec à Chicoutimi, ainsi que Mme Tania Sirois et Amélie Lenné du Regroupement des Centres d'amitié autochtone du Québec, suivi enfin de M. Mike Desgagnés, qui est président-directeur général de Inspire, organisme que vous connaissez possiblement. Avant de leur donner la parole, nous aimerions vous inviter en fait à visionner, comme on l'a déjà fait, vous l'avez vu dans les 2 premiers webinaires, une sélection de témoignages d'étudiants Premières Nations et Inuit à qui on a posé la question, à savoir ce que sont les enjeux, quelles sont les pistes de solutions, que devrait-on faire en matière de soutien et de services aux étudiants issus des premiers peuples. Alors, donc, sans plus attendre, je vous invite là, à regarder avec nous cette vidéo et justement qui nous permet de voir leur témoignage. Merci. My struggle in university was really more of an intellectual struggle for me. Just like I said earlier, because I just felt very alienated. I felt like, first of all, there's not a lot of Indigenous people at university. You know, there's a handful maybe. I'm the only Cree person at Concordia right now who's doing a PhD, so that I know of. So it's very lonely sometimes. Ben, au début, je connaissais personne là-bas. Fait que moi, je suis rentrée dans les cours, puis il y avait quand même des étudiants autochtones. Mais c'est après 2-3 cours où on commençait vraiment à se parler, puis à se côtoyer durant tout notre parcours scolaire, là, collégial. Mais à part de ça, je pense que c'est plus à la 2e année où il commençait à avoir des
des services plus adaptés aux Autochtones. Il y avait l'embauche d'une ressource, je pense, d'une intervenante. Et on avait un local réservé pour les Autochtones. First year of university, I also got a job as a nurse. So I was working weekends at the hospital and going to school during the week. And the reason I did that was back then the funding for students wasn't that great. And the rent was really high in Ontario. So I had to sort of get a job to be able to make ends meet. And that went on for, I think, about a year. I was able to manage that while going to school and while having 2 kids with me. It was crazy, but I had to resign from my position in order to successfully get through the program, because at that point I had gotten sort of a warning to say your place in the program is in jeopardy because you're not maintaining the minimum level that you need to get through. So. Je me retrouvais être le seul autochtone dans le cégep, puis j'avais pas beaucoup d'amis, fait que puis je savais que j'avais besoin de soutien au niveau de mon apprentissage. Puis je savais pas trop où aller m'enligner, je savais pas trop où aller cogner la porte. Fait que j'ai quelques profs qui m'ont quand même aidé par où aller. Dans quelle porte aller cogner pour que je puisse avoir de l'aide. Là, ce qui s'est passé, mes notes n'étaient pas bonnes. Fait que j'ai eu un découragement. Je me suis dit, je vais-tu arrêter d'aller à l'école? Fait que je me suis dit, je pense que je vais retourner à Manoan. Puis je me disais en même temps, ça va me permettre d'aller me ressourcer aussi, d'aller dans le bois à Manoan, puis d'aller réfléchir de qu'est-ce que je veux faire vraiment. It was a drastic change from going from CUNA, where I was like 4 students in the class, to going to Concordia, where you have like over 100 people in the class. So there was a lot of sense of loneliness from myself. Like I felt like I didn't belong along with all these other people. On est habitué quand on est dans une communauté, notre école primaire est petite, notre école secondaire est petite quand on en a. Moi, je n'en ai pas à Wendake, mais on est toujours avec un petit groupe. Quand on arrive à l'université, on arrive au cégep, et on est une goutte dans un océan, puis on n'a pas le temps de se connaître, puis on n'a pas le temps, on n'a pas le même aide qu'on a, puis il y a beaucoup de monde qui n'ont besoin de l'aide. Là. Certaines personnes comme moi qui ont grandi dans la région de Québec de façon urbaine, c'est beaucoup plus facile de s'intégrer à un programme postsecondaire. Mais je pense à mes frères et à mes sœurs qui viennent des communautés qui ont toujours vécu là, dans le bois, et qui s'en viennent à l'université complètement perdus dans une région urbaine et dont le programme académique ne reconnaît pas du tout ces compétences-là. Et donc, doivent développer des compétences, s'adapter, tout en ayant peu de bagages au niveau institutionnel. C'est difficile de parler pour tout le monde, mais certaines personnes vont trouver très difficile l'adaptation. Pour plusieurs raisons. Il y en a une que je vais mentionner qui est vraiment très importante pour nous, c'est la famille. On est souvent des familles qui sont très unies, tellement qu'on va être des bassins familiales unigénérationnels. A few weeks passed and I was very homesick. It was hard, very hard. I called my dad many times crying, wanting to go home. I felt inferior to my classmates who were almost all Southerners. C'est comme la première journée, j'ai rencontré mon aide pédagogique individuelle. Bon, il m'a tout de suite recommandé, Audralie, je te propose de prendre 5 cours parce que c'est ce que font les étudiants autochtones ici. Ils font 5 cours, puis après ils abandonnent. Puis moi, j'étais comme non, je dois suivre le programme, le cheminement proposé, je dois prendre 7 cours. Puis dans le fond, j'avais tout le temps 7 cours ou 8 cours dans mes sessions, puis j'ai réussi à le faire en 2 ans, comme le cheminement proposé. Mais c'était plus là où j'ai senti un peu de racisme systémique. But I don't know if it's because I was Indigenous or just because of my high school experience, but they expect you to not know what's going on.
and they expect you to take what they call these pathways programs. And I remember being kind of offended, like, pathways, like, why can't I just figure it out like all the other students, you know? And I remember the advisor was very, very like persistent. No. If you're an Indigenous student and you're coming from up north, then you have to take pathways. And I'm like, yeah, but I'm not really coming from up north. I've been in Montreal for 6 years. But it's like he just wouldn't let it go. And he was almost forcing me to take pathways, even though I didn't want to. Ça aurait été le fun qu'il y ait un genre d'accueil spécifique pour les Autochtones, faire des activités d'intégration, puis, mais il n'y avait pas ça. Fait que, je sais pas, c'était plus, il manquait de quoi à la rentrée pour les Autochtones. Il y avait des enjeux de où j'allais le faire, en combien de temps je fais ma médecine. J'avais déjà un enfant à ce moment-là, un conjoint, un condo à Montréal, une vie établie. Et franchement, ce qui a été le plus soutenant à travers tout ça, c'est que j'ai rencontré les gens responsables du contingent des Premières Nations. On m'a fait visiter les universités, on m'a accompagnée et je pense que j'ai pu faire un choix éclairé. Je me suis sentie la bienvenue à travers le programme. Ce qui m'a donné beaucoup de confiance de me lancer. C'est qu'il y a un conseiller pédagogique pour les Premières Nations qui est présent, mais qui nous soutient comme individus, à ce qu'on se rencontre tout simplement pour voir comment ça va. On a aussi créé à l'Université Laval une espèce de cérémonie d'accueil où au début c'était assez informel, où on rencontre puis on réseaute. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai compris, de savoir c'est qui les autres étudiants, d'où ils viennent, parce que moi, je la connais pas, la réalité de la fille qui est Innu, qui vient de la Côte-Nord. Je la connais pas, sa réalité. Puis ça l'a amené une certaine sécurité pour les étudiants des Premières Nations d'avoir ce filet-là. On cherche à regrouper, en tout cas, on interpelle les étudiants autochtones, on essaie de les faire qui s'auto-identifient finalement pour offrir des services, pour offrir des lieux de discussion et tout ça. Fait que ça, je trouve ça génial. The Aboriginal Resource Center usually opened up the semester with a feast. So you would get introduced to all the new students attending Concordia, and you get to meet up with everyone and introduce yourself and just see if anyone else was going to the same program as you. So then you'd end up making friends. I never stepped foot at Concordia's library. And I tell people this and they're like, how did you graduate? And I'm like, I didn't step foot at Concordia's library because I had the Aboriginal Resource Center. They had the computers and they also had a small little library of books that you could use. And there was an elder there that you can go speak to, or if you just need to hang out, or if you needed to smudge, like there was someone there for you as a student. Puis j'ai eu un bon accompagnement aussi, parce qu'on a une locale pour les Autochtones à l'UQAM. Fait que j'étais pas le seul Autochtone aussi, il y en avait d'autres qui avaient dans différents programmes. Every CEGEP and every university has a center for Indigenous students, which really helps. And you can go there and you can ask questions. And most of the people that work there are Indigenous themselves. And you can speak to other students and figure out how things work. And so I remember that helping me a lot. I met other students there and we, so I think if I had to recommend something to other Indigenous students, that would probably be my number one recommendation. Puis c'était un lieu aussi de rassemblement, on se voyait quand même, on s'entraidait, on se motivait, puis c'était une place aussi pour se socialiser. Moi, j'ai toujours eu la fantaisie avec le groupe d'intérêt en santé autochtone de faire venir des gens là, pour un peu dire c'est quoi le vibe des Premières Nations, c'est quoi les valeurs, c'est quoi, parce qu'il y a quelque chose de beau, différent à voir là-dedans. Puis dès qu'on sème cette curiosité-là, je pense qu'il y a une ouverture qui se fait, qui peut juste grandir par la suite. When I started in CEGEP, I was very well supported by Kativik Ilisarnilani, where they, as I was telling you, they had tutors, they had people checking on us. But that's
We need more people like that within the faculties as well. Another big thing, as I was saying, is mental health. Having that support is major because I personally, I don't mind sharing, I went to see a counselor for my mental health, but we couldn't connect because they didn't know where I came from. They didn't know my history. You need someone who's aware of that. So having counselors who are aware of your history, having psychologists there. So it needs to come academics, and mental health support is a big factor. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est ça, c'est le support. Le support de l'administration, le support des autres étudiants. C'est plus une ambiance familiale qu'on va retrouver dans cette cohorte-là. Juste le fait que c'est la même cohorte qui se suit. On a le support de l'administration, il y a une coordonnatrice du programme qui est toujours présente, là, puis elle est présente souvent dans les cours même. J'ai jamais vu ça ailleurs non plus. La personne ressource qui pourrait aider aussi, c'est qu'elle soit là en mesure pour interpréter aussi les difficultés que les étudiants peuvent avoir. C'est un peu ça aussi, là. Puis essayer aussi avec des ressources pour faire aussi les ponts pour connaître les ressources, oui, mais toutes les ressources autochtones qui existent aussi dans la ville où on se trouve. Donc, cette personne ressource-là, elle peut être primordiale pour eux, pour les guider tout le long aussi, pour s'assurer qu'ils finissent leurs études là, supérieures. Puis il y a tout de suite une étudiante qui est venue, il m'a comme dit « Ah, toi, t'es autochtone ?» J'ai dit « Oui ». Puis il me dit « Moi aussi ». Puis on s'est comme côtoyé tout de suite. Je me suis comme sentie moins seule quand j'ai su qu'il y avait une autre étudiante autochtone. Ça m'a comme soulagée un peu de savoir que je n'étais pas toute seule. Puis il allait avoir quelqu'un qui allait m'aider dans le fond pour la suite, genre pour nos suites de cours, parce qu'on avait la même horaire. Puis ça m'a fait du bien de savoir que je n'étais pas seule. The only thing I can say that made me feel like I belong was my Inuit peers and the student residents, the school board up north. They have an office in St. Anne's, 5 minutes from the college, where they offer academic counseling and help kind of integrate us into this new world of education and way of living. And for the first year, Inuit students are required to live at the residence. So we have a cook that cooks for us, we have help. So we're really well supported in that area. And I think living there and getting help from there and also living with my Inuit peers, we were able to connect with each other and we were going through the same thing, and that's what was the best thing for me, honestly. Une autre chose aussi, c'est quand on va à l'université, c'est qu'on se sente aussi chez nous, qu'on ait un côté un peu chaleureux. Parce que les Autochtones, on est chaleureux. Puis qu'on ait une place, qu'on soit tout le temps ensemble, qu'on fasse nos chants ensemble, qu'on fasse nos prières ensemble. Il faudrait comme qu'on faisait au CDFM, on faisait des makushams, on faisait des festins. Pour aider à briser les barrières d'un membre d'une Première Nation intégrée au secondaire, je pense qu'avant tout, c'est de s'intéresser à sa culture, de la comprendre, avant même de mettre une action. Donc, avant de pouvoir créer quelque chose, je pense que d'évaluer, et je crois que ça doit déjà exister des recherches là-dessus, il doit y avoir déjà des écrits ou des choses, mais c'est d'aller s'intéresser au mode de vie d'un membre d'une Première Nation et peut-être de poser la question directement à ces gens-là, à ces étudiants-là, comment on peut venir vous aider, vous tendre la main et vous donner ce que vous avez besoin. Qu'est-ce qui vous manque? C'est quelque chose que j'ai vu à l'université, qu'il y avait un petit manquement. Puis ça, c'est comme des choses, justement, qu'on devrait travailler.
Mais juste le fait d'avoir une locale étudiante et d'avoir une personne responsable qui s'occupe des étudiants autochtones ou à l'UQAM, aussi à l'EDM, c'est déjà une bonne action. Disons qu'on s'en va vers une bonne direction, mais il y a encore du chemin à faire. Merci. En tout cas, bien sûr, nos étudiants ne sont pas nécessairement tous présents aujourd'hui, mais vraiment, je tiens à les remercier là, pour ces témoignages. D'ailleurs, si vous souhaitez réécouter cette vidéo là, pour y porter davantage attention, on vous a mis dans la fenêtre de discussion là, un lien pour pouvoir réécouter cette vidéo. Vous le trouverez également bien sûr, sur le site web, sur notre site web du forum. Alors, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Beaucoup d'éléments, je pense, d'importance par rapport aux enjeux qui sont rencontrés, bien sûr, par les jeunes étudiants, jeunes et moins jeunes étudiants, membres des peuples autochtones. Écoutez, sans plus attendre, j'aimerais maintenant inviter notre prochain invité, qui est chef des relations avec les Premières Nations à l'Université du Québec à Chicoutimi, et ce depuis janvier 2020. Il s'agit de Francis Véropol, qui est originaire, tout comme moi, de la communauté de Mashtewiyatch. Bonjour Francis, merci d'être là. Bien, Francis, peut-être avant de te laisser la parole, simplement, j'aimerais mentionner que tu as travaillé comme avant d'être à l'UQAC, là, comme conseiller aussi pour le conseil des Inuits de Mashtewiyatch, Pequagaminuatch Takoekan, avant de joindre l'équipe du Centre des Premières Nations Nikanité, mais que tu détiens aussi un diplôme donc à la fois en sciences et en psychologie de l'Université Buckingham en Angleterre. Alors, je suppose que là-bas, les services aux Autochtones n'étaient pas à l'ordre du jour, mais par contre, ici, ils le sont. Écoutez, merci d'être là pour justement nous parler de ce que a déployé au cours des dernières années et de ce que déploie encore le Centre des Premières Nations Nikanité en termes de services et de soutien. Bonjour Francis, à toi la parole. Oui, tout le monde. Merci Alexandre. En fait, juste à propos de mon cheminement scolaire, en fait, j'ai fait mon bac à McGill en sciences, majeur en psychologie, puis j'ai fait ma maîtrise au niveau en Angleterre, là, un MBA. Donc, merci tout le monde. Merci pour l'invitation. Toutes ces capsules qu'on vient de voir, ça donne vraiment un sens à ce qu'on fait. Puis, c'est également motivant pour la continuité des actions qu'on tente de déployer là, à tout le moins au Centre des Premières Nations de Nikanité et à l'UQAC. Je vais partager une petite présentation que j'ai préparée. Je vais la mettre plein écran. OK, excellent. Donc, je vous présente le pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto. Donc, c'est le pavillon qui abrite les bureaux, entre autres, des gens qui travaillent à Nikanité, les ressources. Puis, au niveau de l'air vitré, c'est un air commun où ce que les étudiants se rassemblent. Puis, j'entendais les étudiants au niveau des capsules mentionner aussi parfois la solitude, la famille, les manques et tout ça. Donc, je me trouve extrêmement chanceux et choyé de pouvoir compter sur ce genre de pavillon à l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis également, on est à proximité de la réserve faunique des Laurentides, où la forêt d'enseignement Simon-Couche, où on y tient aussi des activités culturelles là, tout au long de l'année, lorsqu'on est bien sûr, lorsqu'on peut le faire dans d'autres circonstances qu'en ce temps de pandémie. Donc, je crois qu'on est bien situé, puis on est extrêmement content de pouvoir compter sur ce genre de pavillon également.
Puis, c'est pas rare aussi, ça permet à des étudiants qui viennent avec leur famille, on l'entendait au niveau des capsules, qui viennent avec leurs enfants et tout, ben, ils se présentent au centre Nicanté avec les enfants. Il y a un petit air pour les enfants qui est aménagé aussi. Puis, il y a l'échange avec les ressources. Il y a des ordinateurs disponibles, des tables de travail et tout ça. On y organise des activités, puis c'est ouvert autant aux Autochtones qu'aux Allochtones. Donc, c'est vraiment un beau pavillon, puis on est extrêmement choyés, comme je le disais. Donc, je vais présenter brièvement là, le centre Nicanté avant de parler plus spécifiquement des services et du soutien qu'on peut offrir aux étudiants des premiers peuples. Dans un premier temps, il y a bien sûr d'assurer la formation universitaire. Donc, à Nicanté, on a nos programmes spécifiques aux Premières Nations, aux premiers peuples. En fait, on a 24 programmes. C'est autant certificats qu'on a un bac au préscolaire primaire, des programmes courts également, des programmes conjoints avec l'ENAP et l'UQAT, des ESS, donc différents programmes qui sont spécifiques et qui répondent aux besoins des Premières Nations. Dans un deuxième temps, vraiment, quelque chose qui est au cœur de notre planification stratégique, en fait, puis que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment le service aux étudiants. On déploie énormément d'efforts là, pour tenter de s'innover puis de bien répondre aux besoins de nos étudiants autochtones. Par la suite, d'être un acteur clé de la recherche autochtone, énormément de recherche qui se fait, des projets de recherche en lien avec les communautés, les organisations des premiers peuples, qui a eu lieu dans le passé, qui est présentement en cours puis qui continuera à avoir. Donc, on veut être un acteur clé à ce niveau-là. Puis également, bien sûr, d'offrir un milieu universitaire culturellement sécurisant. Donc, fait vraiment référence à l'aspect de sécurisation culturelle, que ce soit des activités culturelles de sensibilisation. Il y a le power de la rentrée aussi, où ce qu'on organise. Autant, ça touche aussi des formations offertes au corps professoral, aux différentes ressources travaillées à l'université, puis allant même à des places réservées dans différents programmes et tout ça. Donc, c'est le genre de choses qu'on travaille au Centre des Premières Nations. Très bref historique, en fait, le lien, il y a eu la création de l'UQAC en 1969, puis dès la première année, il y a eu un lien qui a été établi avec les Premières Nations, donc un peu plus de 50 ans d'histoire. En fait, l'UQAC s'est engagé en études et recherches autochtones sous l'appellation d'études amérindiennes. En 2009, le Centre d'études amérindiennes a changé de nom. C'est devenu à ce moment le Centre des Premières Nations Nicanté. Puis, on a également le conseil pédagogique qui est toujours, bien sûr, en cours, car on est considéré comme une unité pédagogique ayant des programmes, mais on est sous la tutelle du décanat des études. Puis, en 2016, bien, le pavillon de la culture des peuples autochtones Rio Tinto a été inauguré. Comme je le disais, c'est vraiment une chance de pouvoir compter sur ce genre de pavillon-là, puis on en est bien heureux. Donc, très rapidement, on fait partie des centres de formation. Donc, au niveau des centres de formation, on y retrouve 4 centres, l'École de langue et de culture québécoise, la formation continue, bien sûr le CPNN, puis le Centre d'études universitaires de l'Est de la Côte-Nord, où le tiers des étudiants autochtones, là, je dirais, qui fréquentent l'UQAC, fréquentent le campus de cette île. Donc, on parle d'au-dessus de 150 à 200 étudiants chaque année. Puis, on s'assure là, les services qu'on peut offrir aux étudiants au campus de Chicoutimi, c'est de les offrir à tous les campus, mais aussi certainement au niveau de cette île, on veut offrir les mêmes services de soutien à nos étudiants. Très rapidement, je vous présente l'équipe du Centre des Premières Nations. Guylaine Maraison, qui est la directrice des centres de formation, et moi qui est chef des relations et en co-direction du Centre des Premières Nations, Christiane Lecomte, qui est agente de recherche, Nathalie Potvin, coordonnatrice, Véronique Vien, qui est agente de liaison au niveau de campus de cette île, Julie Roch, nous de Ouachatmac-Maliotenam, qui est nouvellement avec nous, chargée de gestion. On est très content de l'avoir avec nous. Mylène Girard, auxiliaire d'enseignement, Laurie Lavoie, technicienne en éducation spécialisée, puis Julie Arsenault, la secrétaire de direction et de module. Plus spécifiquement maintenant, j'essaie d'accélérer un petit peu, mais au niveau du soutien
vraiment des étudiants. Je voulais vous présenter entre autres deux soutiens plus spécifiques là, des ateliers. Je viens de vous présenter Laurie et Mylène. Au niveau de Laurie, c'est le soutien à la réussite des étudiants. Donc, il y a différents ateliers d'organiser, que ce soit individuel, en petits groupes. Il y a des créations. Oups. J'ai un bug, on dirait. Désolé, monsieur Daigneault. Oui, oui, oui. Eh bien, Francis, en tout cas, pour ma part, je vous entendais bien. OK, j'ai eu... Peut-être simplement c'est parce que reprendre j'ai eu un votre... appel qui a embarqué, je ne sais pas, c'est le virtuel, là, mais j'ai eu un appel. Quelqu'un s'est connecté comme un FaceTime, je suis désolé, ça m'a vraiment surpris. Il n'y a pas de souci. Puis, j'ai oublié de mentionner, je ne voudrais pas passer sous le silence aussi, le vice-recteur au partenariat aux affaires internationales autochtones, Alexandre Cloutier, qui fait un travail incroyable au niveau du développement plus stratégique là, pour le Centre des Premières Nations Nikanté, avec qui j'ai la chance de travailler. Donc voilà, les ateliers qu'on organise aussi au niveau de la soutien de la réussite des étudiants avec Laurie, différents thèmes abordés, gestion du temps, gestion du stress, des stratégies d'études sous différentes formes, comme je le disais, au niveau des capsules, au niveau de travaux individuels et tout ça. Donc, c'est extrêmement apprécié par les étudiants. Puis, il y a beaucoup de témoignages de réussite depuis la mise en place de ce soutien aux étudiants-là. Il y a également le soutien en français qui, on sait, c'est pour tous les étudiants au niveau du français en général, mais on a beaucoup d'étudiants et étudiantes au niveau du bac en enseignement. Donc, la fameuse épreuve TECFE à passer qui est quand même un enjeu important pour tous les étudiants, autant autochtones qu'autochtones. Donc, il y a des ateliers préparatoires qui sont préparés. Il y a des différentes capsules au niveau de Moodle qu'on a mis en place. Donc, chapeau à nos deux ressources là, qui travaillent extrêmement fort, qui sont très novatrices, créent différents outils pour aider à accompagner les étudiants. Puis, on a, comme je le disais, il y a plein d'exemples de réussite là, dernièrement, que c'est vraiment le fun. Entre autres, il y a eu l'épreuve de TECFE dernièrement, il y a peut-être 2-3 semaines, je crois. Il y avait une de nos étudiantes qui en était à sa 7e reprise de l'épreuve du TECFE. Puis on sait que pour avoir le brevet d'enseignement, c'est obligatoire de passer le TECFE. Donc, puis depuis l'automne, avait des soutiens réguliers là, avec, entre autres, Mylène et Laurie aussi, mais plus spécifiquement Mylène. Puis on a su dernièrement qu'elle avait passé finalement le TECFE, elle avait réussi au niveau de sa 7e reprise. Donc, c'est vraiment une belle fierté pour elle, vraiment un bel exemple de persévérance également de l'étudiante, de résilience. Vraiment, là, chapeau à elle. Puis je pense que c'est très motivant aussi de voir ces belles réussites là, au niveau de, lorsque tout ça arrive au niveau de la réussite scolaire. On offre également du tutorat, du mentorat. Il y a également au niveau du soutien du parcours académique avec notre coordonnatrice, donc au niveau de l'admission des cours, des inscriptions, changement de cours, modifications, etc. Donc, on a un suivi très près avec les étudiants. Je voulais vous présenter quelques enjeux internes et organisationnels qu'on peut peut-être rencontrer. En fait, dans un premier temps, au niveau plus interne, c'est la promotion des services à nos étudiants. C'est tout le temps un enjeu de faire connaître nos services, de rejoindre les étudiants. Donc, je crois que ça doit se faire via différentes plateformes. Puis, c'est d'être proactif également. Puis, l'actualisation des services en lien avec les besoins. Donc, les besoins sont évolutifs. C'est d'être à l'écoute. Comme les pistes de solutions qu'on suggère puis avec lesquelles on travaille à Nikanté, c'est d'être flexible parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup d'étudiants qui concilient famille et études. Puis les rendez-vous à une semaine à l'avance, de prendre un rendez-vous pour du soutien, c'est pas toujours évident,
souvent, nos ressources doivent avoir un horaire assez flexible, comme je le disais, même parfois en soirée. L'étudiant appelle, par exemple, 2 heures avant, 1 heure avant, j'ai besoin j'aurais besoin d'aide pour tels travaux à remettre demain ou dans quelques jours. Donc, nos ressources, c'est important que les ressources soient flexibles et puissent s'adapter pour répondre à ces besoins-là, parce que si on reste dans du 8 à 4, je crois qu'on ne pourrait pas offrir autant de soutien à tous ces étudiants. Comme je le disais aussi, une autre piste, d'être à l'écoute, ouvert au changement. Les besoins sont évolutifs, je crois. Donc, c'est de créer des canaux de communication, le lien de confiance, d'être près des étudiants, d'être près des communautés, des organisations également. Donc, c'est de créer ces liens de collaboration-là, de se mesurer, de faire des sondages, par exemple, des groupes de discussion pour voir qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. D'être novateur, comme je le disais, de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles façons de faire, de créer des nouveaux outils qui répondent aux besoins des étudiants. C'est extrêmement important. Puis, comme je le disais, utiliser différentes plateformes là, pour pouvoir promouvoir nos services. Ça également, c'est bien important, surtout avec l'arrivée des nouveaux étudiants, de leur faire part qu'est-ce qu'on peut offrir au niveau du Centre des Premières Nations, Nikanté. Je crois que c'est bien important. Au niveau des enjeux organisationnels, je dirais un enjeu, c'est la pérennisation des ressources. Par exemple, le financement, bien sûr, c'est toujours un enjeu. Puis, il y a également aussi la promotion, encore une fois, ça revient des services auprès des départements, des professeurs. C'est un peu la même, parce que je crois que les départements et les professeurs sont des vecteurs extrêmement importants de l'information, des services que le centre peut offrir. Donc, c'est important qu'on aille vers eux. C'est important qu'on lève la main, qu'on s'implique au niveau des différents comités, des différentes tables. Donc, c'est ce qu'on fait au Centre des Premières Nations. Puis on est très près avec les professeurs également. Donc, quelques pistes de solutions avec lesquelles la façon de faire qu'on travaille à Nikanté, c'est bien sûr de mettre l'étudiant au centre de nos préoccupations, de tout baser en fait au niveau de nos étudiants, puis de partir nos services, de construire à partir de nos étudiants, avec les communautés également. Bien sûr, d'être considéré comme une priorité organisationnelle, ce qu'on a la chance d'avoir au niveau de l'UQAC. On a vraiment l'appui de la haute direction, comme je le disais, au niveau vice-recteur, au niveau du partenariat, des affaires internationales et autochtones. Donc, c'est vraiment, on a vraiment l'appui de la haute direction, puis je crois que c'est extrêmement important pour continuer à développer puis à répondre aux besoins. Également, de sensibiliser la communauté universitaire au niveau des différents enjeux. Comme je le disais un peu précédemment, en fait, c'est de créer des activités, des communs, des tables, des comités avec lesquels on peut échanger. D'être proactif, de présent, d'agir en complémentarité. Donc, on a créé des beaux liens dernièrement avec, entre autres, le service aux étudiants, le bureau du registraire, les différents décanats, pour ne nommer que ceux-là, parce qu'on travaille vraiment en collégialité, en complémentarité. Puis d'ailleurs, il y a certaines de nos ressources qui travaillent au service aux étudiants et au Centre des Premières Nations Nikanté, d'autres au niveau du département en français. Donc, c'est des liens extrêmement importants, puis d'éviter le travail en silo, bien sûr. Donc, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Je vous remercie, Tineshkometnao, Miigwech. Merci, merci beaucoup, Francis Véroupol du Centre des Premières Nations, Nikanté. Ne pas s'en faire trop, de toute façon, c'était un défi, puis défi d'ailleurs qui sera aussi posé à nos prochains présentateurs, d'arriver à condenser autant de contenu en 10-15 minutes. Francis, on aurait deux peut-être brèves questions. Une qui nous a été posée dans la fenêtre questions-réponses au sujet des enjeux liés au bilinguisme dans les ressources que vous offrez, d'une part, puis puis évidemment, on ne peut pas prendre donc, si vous avez des questions, puisque vous ne pouvez prendre directement la parole, je vous invite à les écrire directement là, dans la fenêtre questions-réponses. Alors, peut-être au niveau des ressources bilingues, est-ce que vous avez des enjeux à l'UQAC à ce sujet?
Je dirais pas des enjeux, mais c'est certain que la langue d'usage est bien sûr le français à l'Université du Québec à Chicoutimi. Moi, j'ai la chance aussi de parler anglais pour si au besoin, mais également, comme je le disais, on a la chance de compter entre autres sur des personnes des Premières Nations. On a de très bonnes collaborations aussi au niveau des centres d'amitié, au niveau du centre d'amitié de Saguenay, de Robertval, Sept-Îles. Ou au besoin, on a. Puis Julie Rock, comme je le disais, qui est notre nouvelle chargée de gestion qui parle Innu. Donc, je crois que c'est bien important. Puis cette représentativité aussi autochtone ou des premiers peuples au niveau, au niveau de l'université, dans des postes stratégiques, je crois que c'est très important. Donc, puis à l'UQAC, c'est ce qu'on a, donc on en est bien content. Donc, je ne dirais pas que c'est un enjeu, mais on a la chance, justement, comme je le disais, d'avoir, grâce à différentes collaborations, de pouvoir répondre aux étudiants, que ce soit en langue autochtone ou au niveau du français ou même de l'anglais. Oui, parce qu'on a vu, en fait, par exemple, à travers la capsule vidéo de tout à l'heure, que toutes les Premières Nations, bien sûr, n'ont pas le même profil. Certains sont très à l'aise avec une langue seconde française ou anglaise, mais d'autres le sont moins. Alors, je comprends qu'il y a parmi les gens qui travaillent avec vous, des gens qui parlent couramment la langue Innu. Est-ce qu'il y a d'autres nations principalement qui côtoient votre université? Oui, je te dirais que les étudiants viennent principalement de la nation Atikamekw et Innu, mais on a des étudiants de partout là, du Québec, en fait, de toutes les nations. Oui, c'est sûr, on a des étudiants de partout, mais principalement Innu Atikamekw, étant donné notre position, disons, géographique, on est près des communautés Atikamekw. De Mashtayat, Pessamit, Espit, Ouachat et les communautés au nord. Puis donc, ça encourage beaucoup. Puis le campus de Sept-Îles fait en sorte que, comme je le disais, beaucoup d'étudiants fréquentent ce campus à Sept-Îles. Donc, principalement Innu, en fait, oui. Merci en tout cas beaucoup, Francis. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Vous restez avec nous. De toute façon, peut-être qu'il y aura d'autres questions auxquelles vous pourrez répondre tout à l'heure. Francis, vous parliez tout à l'heure aussi de votre collaboration avec le Centre d'amitié autochtone de Chicoutimi. Alors, ça fait le pont justement avec nos deux prochains invités qui co-présenteront en fait. Il s'agit d'une part de Mme Tania Sirois, qui travaille au regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec déjà depuis 2009 et travaille à titre de directrice générale depuis 2013. Bonjour Tania, merci d'être avec nous. Elle est accompagnée d'une de ses collègues, Mme Amélie Lainé, membre de la Première Nation de Wendake, et qui travaille déjà depuis 2001, si j'ai bien saisi, au regroupement des centres d'amitié autochtones et assure la coordination des programmes. Donc, on va assurer la coordination des programmes avant d'occuper donc les fonctions de directrice au partenariat et programme. Mais en tout cas, merci à vous deux d'être là. Vous aurez le même défi que Francis, condenser tout ce qui est à dire. Puis je comprends qu'il y en a beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci à tous. Oui, bonjour à tous. Oui, donc effectivement, Alexandre, ça sera tout qu'un défi, car pour ceux qui nous connaissent un peu, Amélie puis moi, on a la parole facile. Donc, on s'est préparé pour être sûr de vous condenser ça, puis de vous emmener l'information pertinente aussi, parce qu'on aurait beaucoup de choses à discuter. On va vous présenter rapidement qu'est-ce que le regroupement, les centres d'amitié, mais vraiment rapidement, parce que je pense que on les connaît quand même bien, puis on va vraiment vous parler des bonnes pratiques qu'on a mis en place parce qu'on a quand même là, derrière nous une cinquantaine d'années d'expertise au Québec, une soixantaine d'années au Canada. Donc, on va parler de ça. Et bien sûr, on va parler aussi d'une de nos dernières initiatives, c'est des résidences pour étudiants autochtones. Donc, un gros dossier quand même, mais on va pouvoir vous les présenter prochainement. Donc, je vais partir le PowerPoint en espérant que ça fonctionne bien. Donc,
Donc, j'imagine que... Oui, super, merci Alexandre. Donc, présentation très rapide. Le regroupement des centres d'amitié autochtones, c'est une association provinciale qui réunit les centres d'amitié autochtones au Québec. Il y a quand même 7 autres associations comme le regroupement au Canada. Donc, on n'est pas les seuls. C'est vraiment un mouvement pan-canadien, donc qui existe, comme je disais, là, depuis 60 ans. Puis ça a été créé comment, les centres d'amitié autochtones? Ça part vraiment, là, si on connaît un peu l'histoire, on sait qu'à cause de la loi sur les Indiens, il y a certaines personnes qui perdaient leur statut, il y a certaines personnes qui quittaient les communautés pour aller dans les villes. Donc, dans les années 50, les Autochtones dans les villes ont voulu se créer en premier temps un lieu pour pouvoir se réunir, partager sa culture. Puis, graduellement, d'année en année et décennie après décennie, les centres d'amitié autochtones sont devenus la plus grande infrastructure de services urbains pour les Autochtones dans les villes au Canada et au Québec. Donc, le regroupement, oui, fait de la représentation auprès des gouvernements, mais soutient aussi l'action des centres d'amitié. Donc, j'ai parlé un peu rapidement des centres d'amitié, donc des milieux de vie, donc des lieux d'ancrage culturel. Donc, la mission est vraiment très large. Donc, on ne se spécialise pas en éducation, en employabilité, en santé, etc. Nous, c'est vraiment dans une perspective holistique, oui, au niveau de l'individu, mais au niveau de la famille, et on le sait tous, on ne peut pas traiter d'un enjeu sans traiter d'autres enjeux. Donc, on essaie de ne pas répéter le système québécois, c'est-à-dire si tu as un problème de ça, va là, mais si tu as un problème de ça, tu ne peux pas aller là, va là. Fait que sous un toit de centre d'amitié, on réunit plusieurs services et c'est vraiment là, le lien de confiance. On l'a vu malheureusement, dans l'actualité, le lien de méfiance qui s'est créé entre le réseau québécois et les Premières Nations. Donc, les réalités urbaines au Québec, donc c'est un phénomène qui est en croissance, contrairement au reste des provinces. Le Québec est un petit peu plus lent par rapport à cette hypermobilité-là entre les communautés et les villes. Et je tiens à préciser, ce n'est pas les communautés qui se vident, je vais le dire comme ça, c'est vraiment qu'il y a une génération aussi de Premières Nations et d'Inuits qui naissent dans les villes, donc ils ne connaîtront jamais la vie sur communauté. Fait que ça, c'est une réalité. La réalité aussi que les gens quittent la communauté, reviennent sur communauté, il y a une hypermobilité entre les villes aussi, et ça amène des défis quand on parle d'études postsecondaires. Donc, on sait que c'est très normé, c'est-à-dire qu'il faut faire l'inscription avant telle date, il faut se présenter à tel jour et tout ça. Donc, comment que le système éducatif peut justement s'adapter à ces réalités-là. Donc, quelques statistiques, on parle quand même de plus de la moitié des Autochtones, des Premières Nations, excusez-moi, des Premières Nations qui résideraient de façon permanente dans les villes. Donc, on ne compte même pas les gens qui sont de passage temporairement, et entre autres pour les études. Donc, c'est une réalité qui a été longuement ignorée, qui a été longuement méconnue, mais là, on est face à cette réalité-là. Mais nous, au niveau des centres d'amitié, comme je vous disais, au Québec, depuis plus de 50 ans, qu'on la connaît et on essaie de la faire comprendre et de la faire connaître, surtout dans une perspective de changement au niveau des politiques publiques. Qu'est-ce qu'on rencontre quand on arrive en milieu urbain, qu'on quitte une communauté? Des fois, on quitte la communauté pour différentes raisons, mais ça arrive que le passage à la ville peut bien se dérouler, mais peut aussi être parsemé d'obstacles. On parle bien sûr, on en parlait juste avant, de la barrière de la langue. Donc, souvent, le français et l'anglais est une langue seconde, donc à ne pas négliger. L'intimidation, le racisme, la discrimination. Donc, ça, c'est quelque chose, malheureusement, qui est encore très présent. Le choc culturel. Donc, de bien comprendre que des fois, les services qui sont offerts dans une communauté, les gens, des fois, quittent la communauté en pensant que ça se déroule comme ça dans la ville. Donc, c'est rarement le cas. L'accessibilité au logement. Donc, c'est un enjeu. C'est un enjeu sur les communautés, mais c'est un enjeu aussi quand on arrive en milieu urbain. Et j'ajouterais accès à un logement adéquat, convenable et à prix abordable. Donc, oui, des fois, il y a des logements qui existent, mais de piètre qualité et surtout non adaptés aux familles autochtones. Donc, on va pouvoir en glisser un mot tantôt. Et bien sûr, mes connaissances et méfiances envers les services québécois.
Les principales raisons de cette hypermobilité-là vers les villes, on va se concentrer sur les études, 35,4 quand même. Fait que ça revient souvent. Le tiers, quand on fait des sondages, le tiers des répondants et tout ça, c'est souvent au niveau, c'est des étudiants, c'est des élèves. Donc, quand même, ce n'est pas à négliger d'avoir là autant d'étudiants, d'avoir un bassin d'étudiants. Donc, comment que le système, comment que les organisations peuvent faire en sorte de s'assurer que ces gens-là aient un parcours scolaire avec un succès, avec une diplomation au bout de tout ça pour qu'ils puissent ensuite réaliser leur projet de vie. Donc, rapidement, je vais encore, parce que j'ai hâte de passer la parole à ma collègue là, pour qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain, mais juste de vous dire, et tout ça se retrouve sur le site web du regroupement, www.rcaaq.info. Donc, on va passer rapidement là, sur une étude que nous avons faite auprès de 1723 adultes autochtones. Donc, quand je vous disais que le 30 revient, donc 30 des 1700 étaient aux études. Donc, quand même, c'est vraiment là, des gens qui retournent aux études, qui ont continué leur cheminement scolaire, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de répondants qui se disaient raccrocheurs. Bon, j'aime pas vraiment ce terme-là, mais je pense qu'on se comprend quand on parle du raccrochage scolaire. Mais une statistique un peu désolante par rapport ici, 49% des gens qu'on a interviewés n'avaient pas de diplôme d'études, donc de compléter, et seulement 8% avaient un diplôme de niveau universitaire et 14% de niveau collégial. Donc, on voit qu'on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Bien sûr, quand on parle d'être dans la ville, parce qu'on sait que la majorité, oui, au Québec, il y a Kiona, bien sûr, qui est sur une communauté, mais au niveau des universités et la majorité des cégeps, des collèges, on est en milieu urbain. Donc, toute cette notion-là, de cette perception-là, de perception pour certains, mais vraiment des actions vraiment de racisme et de discrimination qui sont portées envers les populations des premiers peuples. Donc, ça, c'est pas moi qui ai inventé ces statistiques, pas ces statistiques-là, mais ces libellés-là. C'est vraiment des groupes focus, puis les gens ont vraiment dit ça. Par rapport à ça, on a peur des services, on a peur d'être étiqueté, des fois, on a peur de dire qu'on est autochtone parce qu'on ne veut pas avoir des mauvais services. Donc, et la peur, bien sûr, que les enfants, ça, on l'a souvent entendu, cette préoccupation-là des parents autochtones que leurs enfants vivent la même chose qu'eux. Ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, mais c'est vraiment vécu par les mamans et les papas Premières Nations et Inuits, donc à garder en tête. Fait que rapidement, là, une mise en contexte pour justement comprendre pourquoi que notre action s'enligne vers ce qu'on va vous présenter là. Puis je passe la parole à ma collègue. Merci beaucoup, Tania. Par contre, c'est toujours toi qui es la maîtresse du PowerPoint. Alors, merci d'avoir changé je vais dire la setup à défaut d'un meilleur mot. Ça va trahir mon âge aujourd'hui. De toute façon, Alexandre l'a dit, ça fait 20 ans que je travaille au regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Et le dossier éducation est un dossier que j'ai porté longtemps par intérêt professionnel, mais aussi beaucoup par intérêt personnel. Et au cours des années, les centres d'amitié ont fait plusieurs rencontres de concertation. On a discuté beaucoup de l'approche en éducation. Les centres d'amitié ne sont pas des établissements scolaires, ne sont pas des institutions postsecondaires. Par contre, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur des établissements? Bien, c'est un peu là qu'on intervient, qu'on vient en soutien non seulement aux établissements, parce que c'est le type de collaboration qu'on peut avoir, mais aussi auprès des étudiants et de leurs familles. Alors, avec toute cette expérience-là des dernières années que les centres ont terrain, on a développé une stratégie. Je ne vous le lirai pas, vous l'avez à l'écran, mais on a vraiment, là, on s'est concerté, on en a discuté, on en est venu à un objectif principal qu'on partage tous dans le mouvement, qu'on soit à Sept-Îles, à Val-d'Or, à Montréal, à Trois-Rivières, etc., et avec cette vision-là d'offrir un continuum de services. Les centres n'offrent pas seulement du soutien en éducation, du soutien aux étudiants postsecondaires,
c'est un continuum de services qui est construit autour de l'individu. Alors, une famille qui arrive, je vais prendre l'exemple de cette île parce que le campus Nikanté y est, une famille qui arrive pour étudier au campus est souvent accompagnée d'enfants, peut-être même de leurs propres parents. Alors, comment on s'assure que les enfants aient accès à des services de garde, comment on les accompagne là-dedans pour pouvoir les inscrire, etc. Fait qu'on a vraiment cette vision-là de continuum de services. Tu peux changer la CETA, Tania, ou la diapo, là. Merci. Tania, vous en parlait plus tôt. Qui sont ces étudiants-là qui passent par les centres d'amitié? Ils ont été rencontrés, sondés à plusieurs reprises à travers le portrait d'accessibilité des services que Tania vous a montré rapidement, mais aussi à travers les discussions qu'on a avec les intervenants des centres d'amitié. Et c'est le portrait là, de ces étudiants-là, de ce 8 %-là, qui font peut-être partie du 8 % là, qui obtiennent un diplôme d'études postsecondaires. On le savait déjà, mais on l'a confirmé, ce sont beaucoup des mamans avec plusieurs enfants qui font un retour aux études. Beaucoup sont des étudiants de première génération, ça veut dire que ce sont les premiers qui accèdent à des études postsecondaires. J'ai indiqué parcours scolaires différents, retour aux études, parce que vous le savez, ce ne sont pas des parcours scolaires linéaires. Je ne voulais pas dire qu'il y avait des ruptures, j'aime pas ce mot-là, mais le parcours scolaire n'est pas linéaire. Ce n'est pas primaire, secondaire, collégial, universitaire fait en dedans de 20 ans. On voit vraiment qu'il y a des retours sur communauté pour beaucoup d'entre eux. Il y a aussi beaucoup de pauses pour s'occuper d'enfants, de proches, de leur famille, ou juste des pauses pour dire « Ah, ben, j'ai peut-être besoin d'un petit temps de pause justement pour mieux repartir ». Alors, le parcours est différent d'un étudiant allochtone, un étudiant québécois moyen. Il y a beaucoup de va-et-vient, Tania le disait, ça bouge beaucoup. Les gens, souvent, vont aller à l'école la semaine, retourner sur communauté la fin de semaine. Les défis, on les connaît aussi, comment trouver du logement, des logements adéquats. Et ça aussi, ça va mettre la table pour la suite de notre présentation au niveau du soutien que le regroupement là, met en place, qui va être davantage autour de logements d'étudiants et de services qui accompagnent, mais les centres sont là aussi pour ce type de soutien-là. Merci pour les volets d'action. À travers cette stratégie-là, on a développé 5 volets d'action qui sont articulés différemment sur le terrain, encore une fois, dépendamment qu'on soit à Québec, qu'on soit à Maniwaki, à Montréal, etc., mais qui partagent tous les 5 que vous voyez à l'écran et qui sont basés sur les déterminants de la réussite scolaire du ministère de l'Éducation. Ce ne sont pas des choses qu'on a pris nulle part non plus. Il y a vraiment un arrimage qui se fait dans nos pratiques terrain, dans notre approche et ce qui est prescrit, ou en tout cas ce qui est recommandé par le ministère. Et au niveau des collaborations et partenariats, ça serait important de vous souligner 2 bonnes pratiques qu'il y a au niveau là, des qui connaissent la table locale d'accessibilité aux services de cette île. Ils ont mis en place un sous-comité éducation. Le sous-comité éducation regroupe les partenaires en éducation de la ville de cette île, dont l'UQAT, dont Tchakapèche, le Cégep, etc. Ils ont développé un plan d'action, ils ont développé des objectifs. Alors, les gens travaillent vraiment en concertation pour améliorer, faciliter l'accès à l'éducation dans la ville de cette île. Et une autre bonne pratique à souligner, c'est le comité consultatif des premiers peuples de l'UQAT en Abitibi-Témiscamingue, où il y a plusieurs représentants partenaires autochtones, dont le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or et le Centre d'amitié autochtone, le Centre d'entraide et d'amitié autochtone de Sainte-Terre qui y participent. Tout ça dans l'objectif d'améliorer les programmes et services destinés aux étudiants des Premières Nations. Oui, merci. Je te donne la parole, je pense. Hein? Moi aussi, je t'ai parlé. Mais si tu voulais continuer, Amélie. Non, mais par volet, mais je ne veux pas continuer, mais pour vous dire, si jamais vous voulez plus d'informations, ça nous fait plaisir de vous partager nos documents, communiquer avec nous ou même communiquer avec les centres. C'est encore mieux sur le terrain. Je te redonne la parole, Tania. Parfait, parce qu'il nous reste très peu de temps avant qu'Alexandre nous coupe le micro. Donc pour terminer, un peu, peut-être que certains d'entre vous n'ont entendu parler. Donc, en 2017, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec a été approché par le gouvernement du Québec pour justement mettre en œuvre une mesure. Pourquoi le regroupement a été approché? C'est sûr que nous, sur le terrain, on a bien une bonne vue d'ensemble des enjeux.
On avait quand même là, une expertise par rapport à la connaissance du terrain dans les villes. Donc, c'est là qu'on se situe au niveau de notre expertise. Et c'était de construire 2 résidences pour étudiants. Au début, c'était comme ça s'appelait la mesure, donc des résidences pour étudiants autochtones. Donc, bien sûr, en 3 ans. Et je tiens à dire, ça fait 3 ans, même presque 3 ans, et disons, bon, en 2017, là, un peu, disons 3 ans, et il n'y a pas encore une première pelletée de terre de fait. Ça va se faire bien dans les courants d'ici la fin du mois à cette île. Mais juste pour vous dire que des projets d'infrastructure, c'est extrêmement complexe. C'est non seulement complexe au niveau de la gestion, je vais dire, du béton et du bois et des fournitures là, de construction, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ces initiatives-là, c'est qu'on l'a construit, oui, avec les étudiants, c'est à partir de là, ça a été le cœur, mais également avec les partenaires terrain. Et ça a été extrêmement important pour nous. Et c'est pour ça que ça a évolué en disant, des résidences pour des résidences, c'est pas ça que les gens veulent. Ça existe. C'est vraiment des milieux de vie communautaires pour les étudiants et élèves. Là, j'aurais pu rajouter parce que élèves s'est ajouté avec le temps parce que j'ai appris c'était quoi la différence entre un étudiant et élève. Donc, on apprend tous dans ce cheminement-là. Mais juste pour vous dire que, puis rapidement pour clore, on a commencé par sonder éventuellement là, pas des gens qui étaient, oui, aux études, mais pour eux, on savait qu'à ce moment-là, quand le logement allait ouvrir, ils allaient être diplômés et tout ça. Mais on sait que c'est principalement des femmes qui vont occuper ces logements-là, des mamans, une moyenne d'âge de 28 ans. De 2 à 3 enfants. Donc, vous voyez, il a tout fallu décortiquer ça pour justement s'assurer que ces milieux de vie-là répondent à ces besoins-là. Et bien sûr, rapidement, les gens nous ont dit, nous, on a 3 critères. Nos besoins vont au niveau du coût du loyer. Ça ne sert à rien que ces logements-là soient plus élevés que du marché. Et ça, c'est tout qu'un défi aussi dans le montage financier. La proximité avec le lieu d'études. Ça aussi, ça nous avait été mentionné. Et bien sûr, des logements qui sont adéquats. Là. Et rapidement, les gens ont dit, ouais, mais on ne veut pas juste un logement. Nous, pour nous aider dans nos études, pour défaire un maximum de barrières, il nous faut des services. Il nous faut, il nous faut de l'animation culturelle. Il nous faut des services de garde. Il nous faut du soutien académique. Il nous faut de l'accompagnement psychosocial. Donc, ça a été nommé dans 75% des cas. Donc, c'est 3 étudiants sur 4 qui nous ont dit, on a besoin de ça pour réunir les conditions gagnantes pour que nos études postsecondaires puissent être un succès. Voici ce qu'on a de besoin. Et nous, que la réponse vienne du terrain et non nous dans nos bureaux à Québec ou une réponse imposée par les gouvernements ou quoi que ce soit. Nous, c'était les étudiants qu'il fallait qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils avaient de besoin. Et rapidement, ils prennent la couleur du milieu. Le projet de cette île, Trois-Rivières, oui, au niveau des services, ça va se ressembler, mais l'architecture et tout ça, c'est complètement différent. Donc, c'est vraiment pour que les gens se sentent chez eux et qu'ils puissent ne pas avoir d'autres soucis que de bien réussir leurs études. Donc, il va y avoir vraiment de l'accompagnement par rapport à ça. Et ça se peut qu'il y ait un étudiant que lui, peut-être a besoin de moins d'accompagnement. Donc, ça va être ouvert à tous les étudiants autochtones. Et fait qu'on est vraiment content de ce projet-là. Et encore une fois, je dois remercier les partenaires terrain parce que c'est vraiment un projet qui se fait en partenariat parce que c'est extrêmement dur à mettre sur pied. Et qu'est-ce qu'on pensait qui peut être plus facilitant, des fois ne l'est pas. On a rencontré des embûches au niveau de la résistance, du voisinage. Donc, juste pour vous dire que quand on traite de ces questions-là, on ne sait pas par silo. Francis le disait tantôt, c'est vraiment une question transversale, la question autochtone. Donc, je termine là-dessus, Alexandre. On aurait pu vous parler au moins pendant 2 heures de temps. Oui. Puis, comme Amélie disait, si vous avez quoi que ce soit des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis merci à vous deux, puis je suis certain en fait qu'ils vont être nombreux à chercher à entrer en communication avec vous parce que vous avez dressé le profil là, de nombreux types de clientèle Première Nation qui côtoient les milieux scolaires. Vous avez soulevé de nombreux enjeux liés aux défis qui se présentent
et ils sont nombreux. Puis je pensais justement à tout ce qui a entouré la construction à cette île de la résidence et tout ce que ça a supposé de défis non seulement structurels, mais sociaux dans la construction. Puis malheureusement, on n'a pas le temps d'aborder beaucoup de tous ces enjeux-là aujourd'hui, mais puis sincèrement, on vous aura écouté une autre heure, certainement. C'est extrêmement pertinent. Je vous remercie. Puis malheureusement, on a peu de temps pour prendre les questions. Il y en avait une, puis je pense que peut-être poser la question, ce serait en partie répondre, c'est-à-dire on demande une étudiante autochtone qui ne trouve pas de logement à Montréal, peut-elle contacter les centres d'amitié de Montréal? Puis ben voilà, donc effectivement, on va inviter ceux qui peut-être cherchent des ressources à contacter les centres d'amitié autochtones dans les différents milieux urbains, puis y chercher des ressources. En tout cas, merci vraiment à vous deux. C'était un grand plaisir. On a mis d'ailleurs dans le chat room un lien vers votre site web. Donc, écoutez, merci à nouveau. Si vous permettez, on ne prendrait pas plus de questions que ça aujourd'hui par souci de respecter le temps puis qu'on avait dit qu'on prendrait aujourd'hui. Vous restez avec nous pour les prochaines minutes quand même. Normalement, on devrait terminer dans une 15 à 20 minutes tout au plus. On va peut-être déborder un petit peu là, le 3 heures prévu. Et si vous permettez, je vais passer à l'anglais pour présenter notre prochain invité next for last but not least, presenters today, speaker today. We are honored to welcome Mike Desgagnés, CEO of Inspire Nojibwe. So Mr. Desgagnés is an Ojibwe from Ademaki Wazing 37 First Nation. Mr. Desgagnés comes to Inspire with a lifetime of work in Indigenous health and education. He was appointed Nipissing University President and Vice Chancellor in 2013, becoming one of the first Indigenous president of a Canadian public university. While president of Nipissing, Mr. Desgagnés dedicated much of his work to Indigenous issues and ensuring that Nipissing University took a leading role in the indigenization of the post-secondary education sector. Since 2001, Mr. Desgagnés has given numerous presentations across Canada on issues of Indigenous health, residential schools, law, reconciliation, and governance. Internationally, he has brought the same message to the United States, Australia, and New Zealand, where maybe Indigenous people are encountering the same kind of problems we do here in Canada. Thanks, Mr. Desgagnés, for being with us today. Yours to speak. Thank you for being there. Thank you very much. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here, and I thank our elder for opening in a good way, and our previous speakers. There's a wealth of information there. I'm aware of the time, so I'll be very brief. Perhaps I'll just raise 6 points that we may be able to discuss later on. But I'm the president of Inspire, and in English, of course, that's a contraction of the words Indigenous and inspiration. And that's the work that we try to do. We were previously the National Aboriginal Achievement Foundation. And so what we do is we try to support students from the earliest times that they begin to think about post-secondary education through to their graduation. And more importantly, we try to do this in 6 different steps. And the first one is aspiration. So we catch students in a very early time in their secondary career, perhaps grade 9 at age 14, 15, when they're just beginning to think about what they might want to do with the rest of their lives. And so a great deal of our work then becomes aspirational. We want them to aspire to something great. And part of that, of course, is our annual, Aboriginal Achievement Awards, which are now called the Inspire Awards, where we have over the last decades recognized over 300 aspirational figures across Indigenous Canada. So Indigenous people who have done great things. And so young people and all of our community can aspire to what these people have done. So that's our first step. We do a lot of work aspirationally. Secondly, we do preparation. We do a great deal of preparation of students later in their high school career, perhaps moving into Cégep,
where we provide them with opportunities to think about the kinds of things they want to study when they get to university. So we have, for example, a national gathering called Soaring, where we introduce high school students, secondary students to possibilities for their future. So that's part of the preparation and getting ready. The third part is application. How do they helping people apply to universities? And in doing this, we have our reason for being is providing students with the funding that they may need to get into universities and to do well. So we have, over the course of several decades, provided over $100 million in bursaries and scholarships to First Nations, Métis, and Inuit students from across Canada to help them with their post-secondary education studies, to try to get them in. The fourth step is in participation, and that helps students participate meaningfully in the colleges and the universities that they attend. We have a great many university students, college students who arrive at the university, and as we heard today from many of our young ambassadors, they come there with never having sat in classes of 100 people, never having participated in an institution that's so large, and really feeling like perhaps they know less than everyone else around them. And so what we try to do is connect the resources in universities and colleges with the students, help them participate more fully in the life of the university. We often say, and I said this before, is in my role as a university president, perhaps the best way to succeed in university and college life is to be fully committed to it, to get immersed in it, to find friends, find clubs, find activities, not just your studies. And so that full participation is very, very critical. The fifth step is graduation. So participation, then graduation. And to help in this regard, we established a mentors program, Rivers to Success, and our mentorship programs that allow Indigenous people to counsel, to be there as an ear, as a friend, as another person on the end of the line, or another person that you can FaceTime with, that gives you an opportunity to be mentored and to present your challenges in university to someone who can help you. And we find that the connection that is made between older students and older mentors with younger students who are coming in is a very, very effective way of helping people. I should key in on one point that was very important, and it was raised by the PhD student from Concordia, when she said, why is it that I always seem to people assume I need help? Why don't they just leave me alone to figure things out like every other student? And that's a very important point, because we have to be careful in our universities and colleges that we don't treat every Indigenous student like that they are in need of help, or they need remedial training or some sort of a remedial program. What we have to do is recognize the excellence of many of our students and celebrate that excellence, so that they know they can not only succeed with the least amount of help. And so that's very important. And then finally, what we find ourselves, I think, being involved in quite a bit now is vocation. So we went from preparation to graduation, now vocation. And many businesses that generously donate money to us, and then we donate it to Indigenous students, many of those businesses are looking for a connection between the students we support and careers, banking and oil and gas and environment, and all these people that give us money. Individual Canadians are looking to make a connection between the students who we provide funding to and careers on the other end. So those are the 6 steps: aspiration, preparation, gaining admission or application, and then when you get to university, participation, graduation, and your vocation. And that's essentially what Inspire does. And we're very, very happy to be part of today's discussions. Thank you. Thank you, Mr. Gagné. We might have questions from our audience. Don't hesitate to use our Q&A
Because you did shorter than expected. Congratulations. That's super interesting. And maybe just a question, could you just give us maybe an idea of the amount of students you provide them help with and during the last maybe 2 decades, or don't know from how long the organization is helping these students, just to have a global idea of how many students could benefit from your help? Well, it would be thousands of students. And so we do have a formal application process. It's online. You can go to inspire.ca and you can see it there. And we give, it's not always the same grant. It could be a small bursary for someone who needs a little help, or it could be a much larger bursary depending on need. And so it's there in French and English on our website, and we encourage people to apply. One of the interesting things about applying is a couple of years ago, we took a look at people who applied for our funding, and we found that many of them gave up at a certain point. So they started their application and they gave up. And I think this is a very interesting part of student support services that we need to explore, because many of our students are not used to persevering in order to get into the institutions for example, a university or a college might be the first major institution a student ever applies to. And when someone says no, they assume, oh, well, I guess I didn't get in. I guess that means no. But for many of us in the audience, I mean, I have 5 university degrees. 4 of those universities rejected me at first. And all it means is that once they reject you, then you say, well, how can I appeal? What more can I provide you? How can we do this a different way? And you persevere until they accept you and you go on to your studies. And I find that many of our students, our Indigenous students, have not been trained to they take no for an answer, and you should never take no for an answer. Thank you so much, Mr. Desgagnés. We've put your website in the chat room, so if you may know students that could benefit from the help that the Inspire is providing, don't hesitate to click on the website and to contact them. Thanks for being with us today. It was a really great pleasure to welcome you. You're welcome. Thank you, Mr. Desgagnés. Thank you. And for our last minute together, maybe I would suggest, well, as mentioned during the last webinar, we have a web page. It's called a Padlet. I would like to share my screen with you so you can see, and we will provide you with the website, the website address, so you can directly click on it, and you will be redirected to this website. It's called a Padlet, and it's kind of I would say collective intelligence process. So, and you are pleased to complete these 4 main I would say topic related to support and services for First People students. So first of all, challenges and obstacles. So and of course, as you can see, there's already people that completed parts, so you can add comments on the comments that are already posted on the site, or add a click if you want to just love or like one of the comments. So there's 4 main topics: challenges, obstacles, means and actions, inspiring practices, and other references and studies on the subject that could be interesting for people that like to more further on these different issues. So if you have a few minutes, please take a few minutes just to complete them. So at the end, I think we could reach a really global perspective on all the different issues related to this important topic related to
support and services for First People students. So don't hesitate to click on this on the website. Have we put it in the, yeah, it's already there. Just click in the chat room, you'll see Padlet.com. Otherwise, donc c'est aujourd'hui, c'était le troisième des 5 webinaires. Et peut-être avant de laisser place à la prière de clôture avec Madame Elisabeth Hachini, simplement porter à votre attention que notre prochain webinaire, faire place au premier peuple dans l'enseignement en matière de pédagogie et de contenu court, se tiendra le jeudi 13 mai prochain, en après-midi également à 13h30. Donc, voilà, donc c'est un rendez-vous donc pour dans un peu plus d'un mois. Vous recevrez bien sûr à nouveau les liens pour vous inscrire et participer à ce troisième webinaire. Alors, est-ce que Madame Elisabeth Hachini est toujours connectée? Je ne la vois pas. Peut-être on avait des petits soucis techniques tout à l'heure, alors peut-être est-ce à nouveau le cas. Autrement, si elle n'est pas disponible immédiatement, Madame Picard, peut-être simplement dire quelques mots pour cette prière de clôture. Madame Picard. Je suis désolé de vous prendre un peu à pied levé. Le partage des uns et des autres a peut-être fait jaillir une petite étincelle. En débutant, Alexandre nous invitait à joindre nos pas, nous engageant dans les pas des étudiants des premiers peuples. J'aurais le goût de répéter ce que je mentionnais au début, de reconnaître tout le travail de l'équipe d'organisation, de remarquer également l'investissement puis la persévérance des étudiants. De plus, les présentateurs nous ont partagé tout leur engagement, tout le souci d'aider les étudiants à aller plus loin, à faire ces pas en avant, de toujours continuer à avancer. Comme le disait M. de Gagné, ne pas accepter un non pour un non, mais d'aider les gens à poursuivre, à aller plus loin. Nos anciens savaient créer des lieux de rencontre, d'échange, de transmission des savoirs, des valeurs. Ils savaient partager leur spiritualité et leur manière distinctive d'être, de penser, d'agir. Et c'est ce que, d'une manière plus moderne, les présentateurs nous ont partagé. Je rends grâce au Créateur pour tout ce travail, pour tous ces efforts, pour tous ces espoirs et pour tous ces rêves. Tiawank, bonne fin de journée. Madame Picard, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous tous d'avoir été là, bien sûr. Sans votre présence, des événements comme ceux-ci, sans votre présence nombreuse, un événement comme ceux-ci ne fait moins de sens. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour faire de ces webinaires des succès. Merci également à nos traducteurs simultanés qui, dans l'ombre derrière, nous permettent d'avoir plus facilement accès aux propos des uns et des autres. Je vous souhaite à tous vraiment une excellente fin de journée et c'est avec plaisir que je vous retrouverai au mois de mai prochain. Portez-vous bien. Merci, M. Mike Desgagnés. Merci, Mme Tania Sirois, à Mme Amélie Lainé et à notre premier présentateur, M. Francis Véropol. Au plaisir de vous retrouver et à la prochaine.